Khaled Higuet. Bonjour. Bienvenue dans le 64 minutes. Merci d'être avec nous. Vous êtes ingénieur et économiste de formation, aujourd'hui banquier d'affaires. Vous avez d'ailleurs créé un think tank, c'est un club de réflexion et d'influence baptisé Club 2030 Afrique. Et vous venez de publier aux éditions Hermann L'heure de l'Afrique pour un développement durable et inclusif. Alors vous êtes ce qu'on appelle un afro-optimiste. Malgré les obstacles, l'avenir de l'Afrique pour vous s'annonce brillant. Moi, je pense que ça s'annonce brillant pour plusieurs raisons. Ouais. C'est qu'elle a une très belle démographie aujourd'hui. La moitié de la population africaine a moins de 25 ans. Ouais. Elle dispose des ressources naturelles importantes. Et il y a une prise de conscience de la jeunesse africaine, du potentiel du continent, dont tous les ingrédients sont là pour être optimistes. Alors la démographie, c'est un atout, mais c'est aussi un handicap. C'est un handicap à partir du moment où on ne crée pas l'écosystème nécessaire pour créer des emplois. Et aujourd'hui, les Africains ont pris conscience qu'il faut qu'ils fassent plus confiance en leur continent et qu'ils investissent massivement sur le continent. Et cette prise de conscience est importante. Donc moi, je crois aujourd'hui qu'avec la nouvelle génération, le développement effectif de l'Afrique sera là. Donc 1,3 milliard d'habitants à peu près aujourd'hui, 2,5 milliards en 2050. Exact. L'Afrique va créer suffisamment d'emplois, va parvenir à nourrir tous ses enfants? Bien sûr, le continent est vaste et le continent est d'ailleurs un continent qui étonne tout le monde. Parce que ce qu'on vit en Afrique aujourd'hui, on ne l'a jamais vu qu'auparavant nulle part ailleurs. Si vous avez un pays comme le Nigeria, aujourd'hui vous prenez une ville comme Lagos, Lagos a 2 fois la population d'un pays comme le mien qui est le Bénin, qui a à peu près 11 millions d'habitants. Alors, mais en même temps, le continent dispose d'atouts énormes économiquement. Vous savez, sur les 10 pays qui ont les plus grandes croissances au monde aujourd'hui, 7 pays sont africains. La croissance économique du continent est à plus de 2%. Et aujourd'hui, on a les nouvelles technologies qui permettent aussi de faire un effet levier pour décupler la création d'emplois. Et la jeunesse peut créer ses propres emplois. Mais il faut lui donner les moyens. Mais la croissance, ce n'est pas tout. On peut avoir une croissance qui est mal redistribuée et la situation d'un pays n'évolue pas. Et c'est ce dont on a souffert depuis les indépendances, la mauvaise redistribution de la richesse. Mais aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Il faut noter qu'après les indépendances, dans les pays africains, on ne créait pas assez d'entreprises. Parce que c'était le moment où on recherchait une identité, la politique était importante, tous les leaders allaient vers la politique. Tout a changé maintenant. Ma génération veut créer des entreprises. Ma génération a compris que l'entrepreneuriat était le meilleur moyen de créer des emplois. Ce qu'il faut créer aujourd'hui, c'est l'écosystème qui permette à cette jeunesse de créer ces emplois. Alors, à propos d'écosystème, l'Union africaine a relancé en 2019 le projet de zone de libre-échange. La ZLECA. Voilà, la ZLECA sur l'ensemble du continent africain. C'est un futur marché unique africain. Il a été mis en place à Niamey en juillet dernier. On va regarder ce sujet commenté par Antoine Delpierre et on en parle avec vous tout de suite après. La zone de libre-échange africaine, c'est d'abord un énorme potentiel. 1,2 milliard de personnes, plus de 50 pays, pour un PIB cumulé de plus de 2500 milliards de dollars. En théorie, la plus grande zone de libre-échange au monde et un puissant levier pour attirer les investisseurs et permettre de s'émanciper de l'exploitation des matières premières. C'est aussi un véritable changement de paradigme. Actuellement, l'Afrique commerce avec le reste du monde, mais très peu avec elle-même. Alors qu'il ne représente qu'environ 16% du commerce du continent, les échanges intra-africains pourraient augmenter de 60% d'ici à 2022. C'est en tout cas l'objectif affiché de l'Union africaine. Mais avec quel calendrier? Si 52 pays ont signé l'accord de la ZLEC depuis sa création l'an dernier, 25 seulement l'ont ratifié depuis. Ce processus est quand même long. Donc on en a déjà l'accord des minimales donc sur 22 pays qui ont ratifié et à partir de là, les autres vont venir également. Comment, par exemple, harmoniser les 8 groupes économiques régionaux déjà existants comme la SADC ou la CEDEAO? Comment définir le Made in Africa et favoriser le fabriqué sur place dans le commerce mondial? Pour devenir autre chose qu'un immense marché de consommateurs, l'Union africaine devra dépasser les handicaps du continent, le faible tissu industriel, le déficit des infrastructures de transport ou encore l'insécurité. Seule quasi-certitude, c'est durant ce sommet de Niamey que devrait être désigné le pays choisi pour accueillir le secrétariat de la ZLEC. Khaled Higuet, les pays africains doivent augmenter les échanges commerciaux entre eux. C'est une des solutions pour l'avenir de l'Afrique. C'est une obligation. Vous savez, aujourd'hui, 16% des échanges entre les pays africains, alors que nous sommes à plus de 60% dans l'Union européenne. Donc ce n'est pas normal, c'est trop peu. Avec la ZLECA, et dont je me félicite, je suis très heureux que les pays africains soient vite arrivés, parce que c'est dans les archives depuis une vingtaine d'années, cette ZLECA. Nous allons passer en 2022, comme c'est noté, à près de 60% des échanges. C'est très important.
C'est même fondamental. Alors vous dites l'heure de l'Afrique, mais l'Afrique, c'est pas un bloc monolithique. L'Afrique, c'est 55 pays. Nous, souvent en Europe, on confond l'Afrique. Il y a 55 pays africains. C'est pas un pays, l'Afrique, c'est un continent. On est d'accord. Avec des situations très différentes. On est d'accord, mais c'est une prise de conscience. Ça va au-delà de la question du pays ou du continent. C'est une prise de conscience de tous les enfants d'Afrique, peu importe où ils sont dans le monde, que ce soit des diasporas ou que ce soit ceux qui sont sur le continent. Quels sont les atouts principaux de l'Afrique? Ce sont d'abord ses richesses naturelles. C'est entre autres. Hein. D'abord, les Africains eux-mêmes, qui sont aujourd'hui éduqués en masse. Hein. Je note quand même qu'ils sont sur le continent ou hors du continent. Les ressources naturelles, certes, mais aussi l'agriculture. On en Quand parle vous dites pas que les souvent. Africains sont éduqués en masse, c'est une minorité d'Africains qui est éduquée. Oh, par rapport aux indépendances, quand nous sortions des indépendances aujourd'hui, donc 50 ans en arrière, par rapport, je vais vous donner quelques chiffres sur le Bénin. À la sortie des indépendances, il n'y avait que 10% de la population béninoise qui était éduquée. Aujourd'hui, vous avez près de 50% de la population qui est éduquée. Quand je dis éduquée, je parle d'éducation primaire, secondaire et universitaire. Ça varie. Mais globalement, la moitié de la population est éduquée. Mais c'est vrai que c'est important. On parlait de la croissance tout à l'heure, mais la croissance, elle est surtout forte dans des relativement petits pays africains. Exactement. Le Ghana, le Rwanda, et l'Éthiopie aussi, qui est un plus grand pays, mais l'île Maurice, ça n'est pas valable. La croissance, elle n'est pas valable pour tous les pays d'Afrique. Il y a beaucoup de pays d'Afrique qui ne s'en sortent pas du tout, au contraire. Oui, ça arrive de toute façon. Quand vous avez 54 pays, vous avez de bons élèves et de moins bons élèves. Ça ne peut pas être uniforme. Mais ce que je note quand même, c'est la dynamique. Non seulement la dynamique et l'amélioration des conditions de vie des Africains. L'espérance de vie à la naissance a complètement évolué en 50 ans. Et il en est de même dans toutes les zones sociales et sur tous les plans. Alors, il y a des atouts sûrement, mais il y a aussi des handicaps. On peut parler de la corruption, on peut parler de la mauvaise gouvernance. Bien sûr. Vous avez l'impression que la démocratie, elle fait des progrès en Afrique? Totalement. À la sortie des indépendances, je reprends encore cet exemple. Vous avez à peine une dizaine de pays africains qui étaient des pays démocratiques. Aujourd'hui, vous avez plus d'une trentaine. Même si la démocratie est encore perfectible. D'ailleurs, elle est perfectible partout. Bien sûr. Est-ce que le système démocratique occidental est transposable en Afrique? C'est une question qui est souvent posée. Non, elle est transposable nulle part d'ailleurs. Je note qu'en ce moment où on est en train de parler, la démocratie libérale en Europe est en train de vivre une période très, très difficile. Donc ce n'est transposable pas. Quel serait votre modèle démocratique, je dirais, adaptable ou valable pour l'Afrique, si on considère l'Afrique comme un bloc? Non, on ne peut pas considérer l'Afrique comme un bloc, parce que vous prenez un pays comme le Maroc, par exemple, ils ont une démocratie parlementaire. Vous prenez le Bénin, on a un système présidentiel. Non, on ne peut pas parler de bloc. Je pense qu'à chaque pays africain, à chaque population, trouver son modèle démocratique. Ce qui est important pour moi, c'est que l'état de droit soit respecté, les libertés soient respectées, et qu'on puisse être dans les pays où les populations choisissent eux-mêmes leur système. Alors, quand on voit ce qui se passe, par exemple, aujourd'hui, ces milliers d'Africains, ces migrants qui tentent par tous les moyens de quitter l'Afrique, pourquoi ces jeunes Africains sont prêts, selon vous, à risquer leur vie pour rejoindre l'Europe? L'espoir. Tout est mis sur l'espoir pour moi. Ces jeunes pensent à un moment donné qu'ils n'ont pas l'écosystème nécessaire pour créer leur propre emploi ou pour gagner leur vie. Donc, ils prennent ces risques énormes pour venir en Europe. Pour moi, c'est l'espoir. À partir du moment où on sera capable de créer l'écosystème économique, l'écosystème social qui permettra à ces jeunes de pouvoir réussir, donc d'avoir l'espoir de réussir, ils prendront plus ce risque-là. Et c'est tout ça, c'est ça que j'appelle l'heure de l'Afrique. C'est une prise de conscience des décideurs, des populations elles-mêmes, que la construction de l'Afrique doit d'abord venir des Africains eux-mêmes. On parlait des relations économiques tout à l'heure avec l'Europe. Est-ce que l'Afrique doit rompre ses liens avec l'Europe? Non. Avec ce que vous appelez l'aliénation au modèle occidental? Non, ça n'a rien à voir. L'Afrique ne doit pas rompre ses relations avec l'Europe. L'Afrique doit renouveler son partenariat avec l'Europe. Le continent africain et le continent européen sont deux continents frères qui sont assez proches géographiquement. Donc il va falloir travailler ensemble. Vous savez, nous vivons des défis importants aujourd'hui. Nous vivons le défi du changement climatique, du terrorisme. Ce n'est pas des défis qu'on résout tout seul. C'est des défis qu'on arrive ensemble à résoudre. Donc j'espère qu'il y aura un nouveau partenariat entre l'Afrique et l'Europe pour qu'ensemble, nous arrivions à éradiquer ces fléaux. Vous parlez du terrorisme, par exemple, le terrorisme au Sahel. Comment résoudre cette crise du Sahel? C'est d'abord une solution politique qui doit résoudre la question, plus qu'une réponse militaire? Non, il faut joindre tous les deux ou trois bouts, je dirais. Solution économique, solution politique et solution militaire. Les trois à la fois. Il faut du développement avec la solution militaire. On ne peut pas aller dans un écosystème, il y a un terreau
terroriste, dire parce que militairement on va intervenir et qu'on va tout arrêter. Non, il faut le développement derrière. Donc il faut une solution économique et aussi c'est ce que vous appelez un développement inclusif, c'est ce que j'appelle qui inclut tout le monde. Tout le monde, toutes les parties prenantes. Il faut dialoguer. Il faut que les populations soient acteurs du développement. Ça passe par l'éducation? Ah, ça passe fortement par l'éducation. Et comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est l'âme principale du développement. Est-ce que l'Afrique doit demander des excuses et des réparations pour le passé esclavagiste et colonial à l'Europe? Je pense que ça doit être un dialogue. Il faut que les deux parties dialoguent là-dessus parce que si vous voyez, vous regardez le livre, je parle de situer les responsabilités. Je ne pense pas qu'il faille dire la faute est complètement à l'autre. Je pense qu'entre Africains, nous devons discuter aussi. Nous devons situer les responsabilités. Quelle a été la responsabilité des Africains et quelle a été la responsabilité des autres? Et ensuite, dialoguer pour construire un avenir. Quelle est la responsabilité, selon vous, des Africains dans la colonisation? Ils ont été victimes. On a complètement été victimes. Mais regardez aussi de dire, depuis la colonisation ou depuis l'esclavage, depuis la colonisation jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui a changé? Et quelle est notre responsabilité? Ça veut dire que l'identité africaine, aujourd'hui, elle reste marquée par l'époque coloniale? Mais bien sûr, comment ça pourrait être autrement? Quand vous avez connu 3 siècles d'esclavage et plus d'un siècle de colonisation, forcément votre identité est marquée. Et c'est toute cette reconstruction que les Africains ont à faire aujourd'hui. Khaled Digué, vous seriez tenté un jour ou l'autre par une carrière politique? Oh, je n'en sais rien. Aujourd'hui, je suis très heureux d'être engagé au niveau de la société civile avec le think tank, la French African Foundation, qui est une fondation qui promeut les Young Leaders, et aussi en tant que banquier d'affaires de ramener les investissements sur le continent. En un mot, si vous étiez politique, si vous étiez président de la République du Bénin, par exemple, quelle serait votre priorité, la première priorité? L'éducation. Merci Khaled Digué. L'heure de l'Afrique, c'est